J'ai demandé, quel est le code vestimentaire pour ton mariage? Ma belle-fille a ri, tu n'en as pas besoin. Tu n'es pas invité. Je me suis contenté de sourire. La veille, j'avais payé 11 200 $ pour la robe de mariée de ses rêves. J'ai hoché la tête. Je vois. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai souri et demandé, quel est le code vestimentaire pour ton mariage? Ma belle-fille a levé les yeux de son téléphone, a laissé échapper un petit rire et a dit, tu n'en as pas besoin. J'ai froncé les sourcils, pensant qu'elle plaisantait. Puis elle a ajouté, tu n'es pas invité. Quelqu'un à table a ricané. Quelqu'un d'autre a gloussé. Pire encore, personne n'a semblé surpris. Mon mari fixait sa purée de pommes de terre comme si elle requérait soudainement toute son attention. J'ai souri parce que je savais que si j'ouvrais la bouche, je pleurais. C'était en octobre dernier, dans notre restaurant italien préféré sur Main Street à Carmel, dans l'Indiana. Moins de 24 heures plus tôt, j'avais payé 11 200 $ pour la robe de mariée de rêve d'Olivia. C'est drôle comme la vie fonctionne. Parfois, le reçu est encore chaud dans votre sac à main quand quelqu'un vous rappelle exactement où est votre place. Les gens me demandent tout le temps pourquoi je suis resté si calme. La vérité, c'est que je n'étais pas calme. J'avais 56 ans, assis en face d'une famille dont j'avais passé 8 ans à essayer de faire partie. Et pendant une longue seconde, je ne pouvais honnêtement plus respirer. Mais j'ai appris quelque chose après avoir perdu mon premier mari d'un cancer du pancréas. Toutes les batailles ne se gagnent pas en parlant le premier. Parfois, on survit en ne disant rien du tout. Je m'appelle Claire Bennett. Avant d'épouser Marc, j'avais passé près de 14 ans seul. Mon premier mari, David, et moi avions été mariés 22 ans. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas glamour. Nous étions le genre de couple qui se disputait pour savoir à qui était le tour d'acheter des graines pour oiseaux et qui considérait Costco comme une sortie amusante le samedi. Quand David est mort, la moitié de la couleur a disparu de mon monde. J'ai vendu la maison que nous avions partagée, j'ai déménagé dans un appartement plus petit à Carmel, j'ai investi les bénéfices avec soin et j'ai finalement pris ma retraite de mon poste de conseillère d'orientation au lycée. La vie est devenue plus calme, pas plus heureuse, juste plus calme. Puis j'ai rencontré Marc. Il possédait une petite entreprise de chauffage, ventilation et climatisation près d'Indianapolis. Il était gentil, patient, il riait de tout son visage. Plus important encore, il comprenait le deuil parce qu'il avait enterré sa femme des années auparavant. Aucun de nous ne cherchait le coup de foudre. Nous cherchions la paix. Quand nous nous sommes mariés, je ne me suis jamais attendu à ce que sa fille Olivia m'appelle maman. Ce n'était pas ma place. Sa mère méritait ce titre pour toujours. J'espérais seulement qu'un jour, elle me considérerait comme faisant partie de la famille. Avec le recul, peut-être ai-je confondu la générosité avec l'appartenance. Chaque fois qu'Olivia avait besoin d'aide, j'étais là. La remise des diplômes universitaires. J'ai conduit 3 heures avec des lasagnes faites maison parce qu'elle avait mentionné que la vraie nourriture lui manquait. Son premier appartement. J'ai passé un week-end entier à assembler des meubles IKEA pendant qu'elle riait chaque fois que je prononçais mal les noms suédois. Son premier vrai entretien d'embauche. Nous avons répété les questions autour d'un café dans un panera jusqu'à ce qu'elle arrête enfin de dire « toutes les 2 phrases. Quand elle a pleuré après sa première rupture sérieuse, elle m'a appelé, pas son père, moi. Je suis venu avec des cookies aux pépites de chocolat qui sortaient tout juste du four. Ces souvenirs comptaient pour moi. Apparemment, pas pour elle. Environ 10 mois avant le mariage, Olivia a annoncé ses fiançailles avec Ryan Cooper. Ryan était exactement le genre de jeune homme que tous les parents espèrent que leur enfant trouve. Stable, respectueux, ingénieur civil. Le genre de gars qui tenait encore les portes ouvertes parce que cela ne lui serait jamais venu à l'esprit de ne pas le faire. Leurs plans de mariage ont commencé de manière raisonnable. Puis les réseaux sociaux sont arrivés. Soudain, chaque conversation incluait des mots comme luxe, pièce maîtresse et esthétique d'une vie. La liste des invités a doublé, les fleurs ont doublé, le budget a triplé. Un soir, après qu'Olivia eut quitté notre maison, j'ai trouvé Marc assis seul sur la terrasse arrière. Il regardait une feuille de calcul sur son ordinateur portable. « Ça va ?» ai-je demandé. Il l'a fermé si rapidement que cela m'a presque fait rire. « Des affaires de travail ?
Tu dis des affaires de travail depuis des semaines. Il s'est frotté le front. L'entreprise a connu une année difficile. À quel point? Il a forcé un sourire. Je vais m'en occuper. C'est devenu sa phrase préférée. Je vais m'en occuper. Je l'ai cru. Non pas parce que j'étais naïve. Parce qu'après 8 ans de mariage, je lui faisais confiance. Quelques semaines plus tard, j'ai surpris par hasard une conversation de Marc au téléphone dans le garage. Non, j'ai besoin d'un mois de plus. Silence. J'ai dit, 1 mois de plus. Quand il est rentré, j'ai demandé si tout allait bien. Il m'a embrassé sur le front. Juste un problème de trésorerie. C'était tout. Je n'ai pas insisté. Son compte professionnel avait toujours été séparé de nos finances domestiques. Il avait insisté là-dessus depuis le début. Le travail reste au travail, disait-il toujours. Cela ne m'a jamais dérangé, jusqu'à ce que ça le devienne. Le premier indice est venu de la fleuriste du mariage. Elle a appelé alors que je faisais mes courses chez Crochet. Je déteste vous déranger, a-t-elle dit. Nous n'avons toujours pas reçu le deuxième paiement. Je pense que vous avez le mauvais numéro. Non, Madame Bennett. Monsieur Bennett nous a dit de vous contacter en cas de problème. Je suis resté là, entre les pommes et les citrouilles, sentant mon estomac se nouer. Quand je suis rentré à la maison, Marc a admis la vérité. Les affaires n'étaient pas seulement au ralenti. Plusieurs clients professionnels avaient retardé leur paiement, laissant l'entreprise à court de liquidités. Je vais rattraper mon retard, a-t-il promis. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Et le mariage d'Olivia? Il a soupiré. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Moi non plus. Alors, j'ai discrètement payé la fleuriste, puis le photographe, puis la compte pour le dîner de répétition. Chaque fois, je me disais que c'était temporaire. Marc me rembourserait une fois que les choses s'amélioreraient. Après tout, il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Il s'agissait d'aider la famille. Le plus gros achat a eu lieu 3 semaines avant ce dîner. Olivia a trouvé une robe sur mesure dans une boutique exclusive du centre-ville d'Indianapolis. Elle était absolument radieuse. Même Hélène Porter, la propriétaire de la boutique, a essuyé une larme. Olivia a tournoyé devant le miroir. C'est celle-ci. Puis la réalité est revenue. Le total s'élevait à 11 200 $. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Marc a perdu toute sa couleur. Ryan semblait mal à l'aise. Le sourire d'Olivia s'est estompé. Sans réfléchir, j'ai pris mon sac à main. Je m'en occupe. Olivia m'a jeté ses bras autour du cou si fort que je pouvais à peine respirer. Merci. C'était probablement le câlin le plus chaleureux qu'elle m'ait jamais donné. Je me souviens avoir pensé, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le moment où elle me voit enfin comme un membre de sa famille. Hélène m'a accompagné à la caisse ensuite, discrètement à l'écart de tout le monde. Vous faites une chose très généreuse, a-t-elle dit. Je l'espère. Elle m'a regardé un long moment avant de me tendre le contrat. Gardez cette copie, et si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, appelez-moi directement. Je l'ai glissé dans mon sac à main sans lire chaque page. J'aurais aimé le faire. Le lendemain soir, j'ai posé une simple question. Que devrais-je porter au mariage? Olivia a ri. Tu n'en as pas besoin. J'ai souri poliment. Que veux-tu dire? Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a haussé les épaules. Tu n'es pas invité. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a semblé choqué. Marc s'est raclé la gorge. Ne rendons pas cette soirée gênante. Cette phrase m'a fait presque aussi mal que celle d'Olivia. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, j'ai dit à tout le monde de profiter du dessert, puis je suis sorti dans la nuit fraîche de l'Indiana. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 15 minutes. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. 3 fois, j'ai pris mon téléphone pour appeler Olivia. 3 fois, je l'ai reposé. Finalement, j'ai trouvé le numéro d'Hélène. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Claire? Je ne pouvais pas parler. Elle a attendu. Puis elle a demandé doucement, êtes-vous absolument sûr? J'ai fermé les yeux. Oui.
Il y a eu un autre long silence. Puis Hélène a simplement dit « D'accord ». Le lendemain matin, elle a commencé à suivre le contrat de la boutique à la lettre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix d'Olivia. Tu n'en as pas besoin. Pas parce qu'elle ne m'avait pas invité. Cette partie faisait mal, bien sûr. Mais ce qui revenait sans cesse, c'était à quel point cela semblait naturel. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucune gêne. Elle n'avait pas éclaté de colère. Elle m'avait simplement dit où était ma place, en dehors de la famille. Vers 5h30 le lendemain matin, j'ai renoncé à dormir, j'ai enfilé un sweatshirt et je suis allé au Grey Road Coffee. La jeune femme derrière le comptoir a souri. La même chose que d'habitude, Claire. J'ai souri en retour, s'il vous plaît. Elle m'a tendu mon grand café noir et un de ces petits muffins aux myrtilles qui ont toujours meilleur goût les matins difficiles. Tout va bien? J'ai presque ri. N'est-ce pas drôle? Parfois, des étrangers posent la question que les personnes les plus proches de vous ne pensent jamais à poser. J'y arrive, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Quand je suis rentré, Marc était déjà habillé pour le travail. Il m'a embrassé sur la joue comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Tu es parti assez vite hier soir. En effet. Il s'est versé du café. Olivia était juste stressée. Je l'ai fixé. C'est comme ça que nous appelons ça? Il a soupiré. Tu sais comment sont les mariages? Non, ai-je dit doucement. En fait, je ne sais pas. Il a semblé mal à l'aise. Je vais lui parler. Quand? Il a haussé les épaules. Bientôt. Ce mot m'a irrité presque autant que la veille au soir. Bientôt. Plus tard. Finalement. Des mots que les gens utilisent quand ils n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit. Marc a pris sa tasse de voyage. Je t'aime. Je sais. Il a attendu, s'attendant probablement à ce que je le dise en retour. Au lieu de ça, je l'ai regardé partir par la porte du garage. La maison est devenue merveilleusement silencieuse. Vers 9h, mon téléphone a sonné. Hélène. Bonjour, Claire. J'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit que je ne voulais pas faire quelque chose que je regretterais. Vous voulez dire annuler la robe? J'ai hésité. Je ne sais même pas exactement ce que je fais. Hélène est restée silencieuse un moment. Puis elle a adopté le ton calme et factuel de quelqu'un qui a passé 30 ans à expliquer des contrats à des mariées émotives. Claire, laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'écoute. La robe n'a pas été livrée. Je sais. Le transfert de propriété n'a pas non plus été légalement effectué. J'ai froncé les sourcils. J'ai payé pour elle. Vous avez payé le prix d'achat. N'est-ce pas la même chose? Pas encore. Elle a expliqué que chaque robe sur mesure de sa boutique suivait le même accord. Avant l'enlèvement, la mariée devait assister à l'essayage final, approuver les retouches, signer les documents d'acceptation et finaliser la livraison. Tant que cela n'était pas fait, la robe restait légalement la propriété de la boutique. Si une cliente change d'avis avant la livraison, a dit Hélène, le contrat nous dit exactement comment gérer la situation. Donc, je ne prends rien à Olivia. Non, la voix d'Hélène s'est adoucie. Vous choisissez simplement de ne pas finaliser un achat. J'ai laissé cela s'imprégner. Il y avait une différence surprenante. L'un ressemblait à de la vengeance. L'autre à une limite. Je me sens toujours mal. Je serais inquiète si ce n'était pas le cas. Pendant les 3 jours suivants, j'ai attendu que quelqu'un appelle. Olivia ne l'a pas fait. Marc non plus. Personne ne s'est excusé. La vie a simplement continué. Du moins pour eux. Pour moi, quelque chose avait discrètement changé. Pendant des années, chaque fois qu'il y avait un problème, je le résolvais sans qu'on me le demande, sans attendre de reconnaissance. Maintenant, j'ai arrêté. C'est tout. Quand la fleuriste a envoyé un courriel demandant le solde restant, je n'ai pas répondu. Quand la société de transport a appelé au sujet des navettes, j'ai laissé le message sur la boîte vocale. Quand la maquilleuse a envoyé un courriel demandant où envoyer la facture finale, je l'ai archivé.
Non par dépit, mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas mes responsabilités. Elles ne l'avaient jamais été. Au lieu de passer mes après-midi à régler des problèmes de mariage, j'ai commencé à faire des choses que j'avais oublié d'apprécier. J'ai déjeuné avec mon amie Linda chez Moldune. Nous avions enseigné dans le même district scolaire pendant près de 20 ans. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu sembles différente. Pire? Elle a souri. Non, plus légère. J'ai ri. J'ai pleuré dans un parking il y a 2 jours. Donc, ça ne crie pas exactement la légèreté. Linda a remué son thé glacé. Parfois, les gens semblent plus légers parce qu'ils ont enfin posé quelque chose de lourd. J'y ai pensé tout l'après-midi. La semaine suivante, Marc est rentré à la maison inhabituellement joyeux. Je pense que nous commençons enfin à voir le bout du tunnel. Les affaires et le mariage. Qu'en est-il? Tout semble se remettre sur les rails. J'ai failli lui demander comment il le savait. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Il croyait encore que tout s'arrangeait par magie. Quelqu'un payait toujours. Quelqu'un réparait toujours. Ce quelqu'un avait généralement été moi. Vendredi matin a apporté un autre courriel, cette fois de l'organisatrice du mariage. Objet, résumé des paiements des fournisseurs mis à jour. Normalement, je l'aurais ouvert immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti. C'était une de ces parfaites matinées d'automne de l'Indiana. Les érables avaient commencé à changer de couleur. Un voisin promenait son Golden Retriever. Quelqu'un plus loin dans la rue soufflait les feuilles. La vie ordinaire, paisible. J'ai réalisé que j'avais passé près d'1 an à penser au centre de table, au plan de table, au dîner de répétition, au sac de bienvenue et aux couleurs des fleurs. Aucune de ces choses ne m'avait jamais appartenu. Je suis rentré près d'1 heure plus tard et j'ai finalement ouvert le courriel. Il y avait des dizaines de pièces jointes, les plannings des fournisseurs, les calendriers mis à jour, les soldes impayés. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. L'organisatrice avait accidentellement envoyé le courriel à toutes les personnes impliquées. Pas seulement Olivia, pas seulement moi, Ryan, Marc, le traiteur, la fleuriste, le photographe, tout le monde. Une feuille de calcul a attiré mon attention. En haut, il y avait un titre simple, client principal. En dessous, chaque fournisseur avait listé exactement le même nom, Claire Bennett. J'ai regardé l'écran, puis mon téléphone a vibré. Ryan. Pas un texto, un appel téléphonique. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, Ryan. Sa voix semblait confuse. Claire. Oui. Je pense qu'il doit y avoir une sorte d'erreur. Quelle sorte d'erreur? Je viens de recevoir le résumé des paiements. Moi aussi. Il y a eu une longue pause. Puis il a posé la question que je me demandais quand quelqu'un la poserait enfin. Pourquoi ton nom figure-t-il sur tous les contrats? J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine vers le jardin. Le vent avait commencé à faire tomber les feuilles jaunes du vieux chêne, une par une, silencieusement. Je pense, dis-je doucement, que c'est une conversation que tu devrais avoir avec Olivia. Silence. Puis, Claire, je dois y aller. J'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois depuis ce dîner affreux, quelqu'un avait enfin commencé à poser les bonnes questions. Ryan n'a pas rappelé cet après-midi-là. Ni Olivia. Pendant environ 6 heures glorieuses, mon téléphone est resté complètement silencieux. J'ai fait du pain à la banane. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, juste parce que ma cuisine me semblait soudainement à nouveau la mienne. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant à mesurer de la farine quand votre vie semble déséquilibrée. La farine ne vous contredit pas. Le beurre ne prétend pas ne pas vous connaître. Si vous suivez la recette, elle vous le rend généralement bien. Vers 16 heures, Marc est rentré beaucoup plus tôt que d'habitude. Au moment où j'ai entendu la porte du garage, j'ai su que quelque chose s'était passé. Il est entré dans la cuisine avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis le petit déjeuner. Ryan m'a appelé. J'ai coupé le pain à la banane. Comment va-t-il, confus? J'imagine qu'il le serait. Marc s'est passé les 2 mains sur le visage. Il pense que l'organisatrice du mariage a fait une sorte d'erreur.
J'ai posé 2 tranches sur une assiette. Lui as-tu dit la vérité? Il a détourné le regard. Je lui ai dit que nous en parlerions. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a soupiré. Non. Je n'étais plus en colère. Déçu, oui. Mais la colère demande de l'énergie. La déception s'installe simplement dans vos os. Tu aurais dû, ai-je dit. Il n'aurait pas compris. J'ai presque ri. Marc, il a 33 ans, pas 3. Il s'est appuyé contre le comptoir. J'essayais de protéger Olivia. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et qui me protégeait, moi? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence a répondu à ma question mieux que les mots n'auraient jamais pu le faire. Le lendemain matin, je suis allé à Indianapolis pour rendre un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque du centre-ville. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Ryan. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Salut, Claire. Ça te dérangerait de me rencontrer, pourquoi? Je ne pense pas que quelqu'un me dise toute l'histoire. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Pas d'accusation, pas de colère, juste une confusion sincère. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de Monument Circle. Il était déjà là quand je suis arrivé. Il s'est levé quand je suis entré, toujours poli, toujours respectueux. Cela a rendu ce qui a suivi encore plus difficile. Après que nous ayons commandé du café, il a fait glisser un dossier sur la table. J'ai rendu visite au fournisseur. J'ai regardé le dossier mais ne l'ai pas touché. La fleuriste, le photographe, le traiteur. Il a eu un petit sourire fatigué. Ils te connaissent tous. J'ai hoché la tête. Il n'arrêtait pas de me remercier. Un autre hochement de tête. Claire. Il avait l'air vraiment secoué. Je pensais que Marc payait pour ce mariage. Il voulait le faire, mais il ne l'a pas fait. Non. Ryan s'est adossé à sa chaise. Je ne comprends pas. Pendant un long moment, j'ai regardé les gens marcher dehors. Des employés de bureau transportant des sandwichs. Un couple se tenant la main. Un père poussant une poussette tout en parlant dans une oreillette. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires. Je n'ai jamais eu l'intention que tu l'apprennes de cette façon. Alors dis-moi la bonne façon. Alors je l'ai fait. Pas de manière dramatique, pas comme un discours, juste honnêtement. Je lui ai parlé des difficultés de l'entreprise de Marc, des acomptes non payés, de la couverture discrète des dépenses parce que j'aimais ma famille. Je n'ai jamais utilisé le mot sacrifice. Les gens qui parlent de leur sacrifice attendent généralement des applaudissements. Ce n'était pas mon cas. Ryan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a murmuré, elle ne me l'a jamais dit. Je sais. J'ai demandé à Olivia comment ils avaient soudainement pu tout se permettre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son père avait bien planifié les choses. J'ai souri tristement. Ton futur beau-père est beaucoup de choses merveilleuses. Mais riche n'en fait pas partie. Ryan a fixé son café. J'ai la nausée. Tu n'as pas à te sentir ainsi. Non. Il a secoué la tête. Vraiment pas. Cet après-midi-là, Ryan a confronté Olivia. Je n'étais pas là. J'ai appris ce qui s'est passé plus tard. Apparemment, il a posé une simple question. Pourquoi Claire paie-t-elle pour notre mariage? Olivia n'a pas paniqué. Elle a levé les yeux au ciel. Parce qu'elle le voulait. Ryan a demandé. L'as-tu jamais remercié? Olivia a haussé les épaules. Elle aime aider. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un autre haussement d'épaules. Ryan m'a dit plus tard que c'est cela qui l'a le plus dérangé. Pas l'argent, l'indifférence. 3 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Hélène. Je pensais que tu devrais savoir. Sa voix semblait presque désolée. Nous avons une autre mariée. J'ai souri. Je me doutais que quelqu'un finirait par se présenter. Elle est tombée amoureuse de la robe. J'ai fermé les yeux. Pendant une seconde, j'ai imaginé Olivia devant ce miroir, tournoyant, riant, ayant l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années.
Puis un autre souvenir l'a remplacé. Olivia, à 15 ans, avec une pneumonie. Marc était coincé pour la nuit sur une réparation commerciale d'urgence. J'ai passé 2 nuits à dormir dans un fauteuil inclinable d'hôpital à côté d'elle. Toutes les quelques heures, elle se réveillait en toussant. Je lui tendais de l'eau, lui frottais le dos, lui racontais une autre blague terrible jusqu'à ce qu'elle sourie. Elle m'appelait Claire. Pas maman, pas belle-mère, juste Claire. Et honnêtement, cela avait été suffisant. À l'époque. Hélène a interrompu mes pensées. Claire, je suis là. Le contrat nous permet de libérer la robe. Je sais. Je voulais l'entendre de ta part. C'était là. Le moment que j'avais redouté parce que, malgré tout, j'aimais toujours la jeune femme qui m'avait humilié. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que l'amour ne disparaît pas sur commande. Je suis resté assise en silence pendant presque 1 minute entière. Puis j'ai dit, allez-y. Hélène n'a pas célébré, ne m'a pas félicité. Elle a simplement répondu, je m'en occupe. Samedi matin est arrivé. L'essayage final d'Olivia. Vers midi, Linda a appelé. Je viens d'entendre quelque chose. Oh, la boutique de mariage. J'ai souri faiblement. Les nouvelles vont vite. Apparemment, Olivia a fait une crise de nerfs complète. Cela semblait plausible. Linda a continué. Une de mes voisines était là avec sa fille. Elles ont dit que tout le monde dans le magasin s'est arrêté. Je pouvais presque l'imaginer. Olivia entrant en trombe dans la boutique. Où est ma robe? Hélène, calme comme toujours. La robe n'est plus disponible. Que voulez-vous dire? L'achat n'a jamais été finalisé. C'est Claire qui a fait ça. Puis, selon la voisine de Linda, Hélène a croisé les mains et a dit doucement, non, Olivia. Claire a simplement cessé de payer pour un mariage auquel elle n'était pas invitée. Silence, le genre qui fait mal. Ce soir-là, Ryan a examiné des mois de courriels de mariage. La plupart des gens ne réalisent pas que les ordinateurs se souviennent de presque tout. Anciennes pièces jointes, dossiers partagés, brouillons archivés. La planification du mariage était devenue si compliquée qu'Olivia avait créé un dossier en ligne partagé des mois plus tôt. Ryan l'a ouvert à la recherche de contrats. Au lieu de cela, il a trouvé des captures d'écran, des discussions de groupe, des conversations qu'Olivia avait oublié de supprimer. Un message d'une demoiselle d'honneur l'a fait arrêter de faire défiler. Penses-tu sérieusement que Claire continuera à payer? Olivia avait répondu quelques secondes plus tard. Détends-toi. Elle est pour ainsi dire notre distributeur automatique de billets. Ryan l'a lu une fois. Puis une autre, puis une 3e fois. Plus tard, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas l'argent qui m'a brisé le cœur. C'est de réaliser qu'elle se moquait de ta gentillesse. Il a fermé l'ordinateur portable, a pris ses clés de voiture et est allé directement à l'appartement d'Olivia. Aucun d'eux ne savait que leur mariage n'aurait jamais lieu. Ryan ne m'a pas appelé après avoir quitté l'appartement d'Olivia. Il n'en avait pas besoin. Le silence m'en disait assez. Quand les gens voient enfin quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, ils ne savent généralement pas quoi dire. Ils deviennent simplement silencieux. Je reconnaissais ce genre de silence. J'avais vécu dedans pendant des années. Lundi matin, j'arrosais les chrysanthèmes sur mon porche d'entrée quand le camion de Marc s'est garé dans l'allée. Il partait habituellement au travail avant le lever du soleil. Cette fois, il était à peine 8 heures. Il est sorti, l'air épuisé. On peut parler? J'ai posé l'arrosoir. Nous avons parlé. Non, il a secoué la tête. Nous avons évité la vraie conversation. Ça, au moins, c'était honnête. Nous nous sommes assis sur le porche avec 2 tasses de café entre nous. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Marc a soupiré. Ryan sait. Je m'en doutais. Il est venu samedi soir. Et il m'a posé une question. Marc a dégluti difficilement. Est-ce que Claire a vraiment payé pour presque tout? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit oui. J'ai attendu. Il a demandé pourquoi et j'ai dit parce que je ne pouvais pas. Ses épaules se sont affaissées. Mon entreprise est sur le fil du rasoir depuis presque 1 an.
Je l'ai regardé en silence. Tu aurais dû me faire assez confiance pour me le dire. J'avais honte. Je sais. Et chaque fois que tu payais une autre facture, sa voix s'est brisée. Il devenait plus difficile d'admettre à quel point les choses allaient mal. Ça, étrangement, je le croyais. L'orgueil a ruiné plus de mariages que l'argent ne l'a jamais fait. Mais ce n'est pas l'orgueil qui a détruit le nôtre. C'est le silence. Marc a fixé son café. Je n'arrêtais pas de penser que je réparais tout avant que quelqu'un ne le découvre. Tu veux dire avant que je ne le découvre? Il a hoché la tête. Je n'ai jamais voulu que tu portes ça. Je lui ai adressé un sourire triste. Tu m'as laissé tout porter. L'argent, l'organisation, le faux-semblant, le chagrin, tout en te convainquant que tu me protégeais. Aucun de nous n'a dit un mot de plus. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être expliquées. Vers l'heure du déjeuner, Ryan a appelé. Claire, as-tu une minute? Bien sûr. Je voulais que tu l'apprennes de moi avant tout le monde. Mon estomac s'est noué. J'annule le mariage. J'ai fermé les yeux, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que je me suis soudain sentie incroyablement triste. Es-tu sûr? J'aimerais ne pas l'être. Sa voix semblait fatiguée. J'ai passé les 2 derniers jours à espérer qu'il y ait une explication. Il n'y en avait pas. Il y en avait. Il a ri une fois, un rire creux. Ce n'était juste pas une avec laquelle je pouvais vivre. Je n'ai pas interrompu. J'ai demandé à Olivia pourquoi elle t'avait exclu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il a hésité. Que tu ne fais pas vraiment partie de la famille. Papa l'a épousée quand j'étais déjà adulte. J'ai attendu. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait accepté ton argent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ryan a laissé échapper un lent soupir. Parce qu'elle l'a proposé. Le silence s'est installé entre nous. Finalement, il a murmuré. J'ai réalisé qu'elle n'était pas gênée. Elle se sentait en droit. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appris que Ryan avait posé une dernière question à Olivia. Pas sur la robe, pas sur l'argent, sur moi. Est-ce que Claire t'a déjà fait sentir mal à l'aise? Olivia a répondu immédiatement. Non. A-t-elle déjà essayé de remplacer ta mère? Non. A-t-elle déjà demandé quelque chose en retour? Non. Ryan l'a regardé pendant plusieurs secondes, puis a dit doucement, alors, tu as blessé la seule personne qui ne t'a jamais blessé. Selon la demoiselle d'honneur d'Olivia, elle est devenue furieuse. Elle a accusé Ryan de m'avoir choisi à sa place. Elle a insisté sur le fait que tout le monde surréagissait. Ce n'est qu'un mariage, a répondu Ryan avec des mots qui allaient finalement se répandre dans les 2 familles. Le dîner de répétition devait avoir lieu le jeudi soir dans un salon privé de la taverne Matt the Miller. Les réservations avaient été faites des mois plus tôt. La plupart des 2 familles étaient déjà là quand Ryan est arrivé. Olivia portait une robe de cocktail blanche. Elle était magnifique, complètement confiante, certaine que le week-end se déroulerait exactement comme elle l'avait imaginé. Elle a souri quand Ryan est entré. Il n'a pas souri en retour. Marc m'a dit plus tard que toute la pièce a semblé différente au moment où Ryan est entré. Il n'était pas en colère. Il n'était pas ému. Il avait l'air paisible, ce qui est en quelque sorte bien plus effrayant. Il a attendu que tout le monde ait fini de parler. Puis il s'est levé. J'aimerais avoir l'attention de tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. Ryan a regardé Olivia. J'ai passé la dernière semaine à apprendre des choses que j'aurais aimé savoir il y a des mois. Olivia a croisé les bras. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a continué calmement. J'ai rencontré la fleuriste, le traiteur, le photographe, l'organisatrice de mariage. Toutes les têtes se sont lentement tournées vers Olivia. Ryan a mis la main dans sa veste. Il n'a pas sorti la bague de fiançailles. Il a sorti des copies de factures. Je pensais que mon futur beau-père avait payé pour ce mariage. Il a regardé vers Marc. Je me suis trompé. Puis il a regardé le reste de la famille, la personne qui a rendu ce mariage possible. Il a fait une pause. Était la seule personne qui n'était pas invitée à y assister. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ryan a plié les papiers avec soin. Je me suis posé une question.
Si quelqu'un peut accepter des années de gentillesse, puis humilier publiquement la personne qui l'a fournie. Que se passe-t-il après notre mariage? Olivia s'est finalement levée. C'est ridicule. Non, a répondu Ryan. Cela n'a que trop tardé. Elle a attrapé son bras. Il a reculé très doucement, pas de manière dramatique, juste d'un pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui confond la générosité avec la faiblesse. Il a retiré la bague de fiançailles de son doigt, s'est approché de la table, l'a placée à côté du verre d'eau d'Olivia. Pas de cris, pas d'accusation, pas d'insultes, seulement une dernière phrase. J'espère qu'un jour tu deviendras la femme que Claire croyait que tu étais déjà. Puis il est sorti. Personne ne l'a suivi. La pièce est restée complètement immobile. Marc m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais connu un tel silence. Pas après des funérailles, pas après des échecs commerciaux, pas même après la mort de sa première femme. Parce que ce silence portait quelque chose de plus lourd que le deuil. Il portait la reconnaissance. Chaque personne dans cette pièce a soudain compris ce qui s'était réellement passé. Il ne s'était jamais agi d'une robe de mariée ou de 11 200 $ ou même d'une invitation. Il s'agissait de prendre l'amour de quelqu'un pendant des années tout en refusant de lui accorder la plus petite mesure de respect. Plus tard dans la soirée, Marc est rentré à la maison. Il m'a trouvé en train de lire sur la terrasse arrière. Je pense que j'ai perdu ma fille aujourd'hui. J'ai fermé mon livre. Non, tu l'as perdu il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué. Il s'est assis à côté de moi. Pour la première fois de notre mariage, il a pleuré. Non pas parce que Ryan a rompu les fiançailles. Non pas parce que le mariage s'est effondré, mais parce qu'il a finalement réalisé que chaque fois qu'il choisissait la conversation la plus facile, il avait discrètement abandonné la plus difficile, la plus importante. Et cette personne, c'était moi. Le mariage devait avoir lieu ce samedi-là. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à planter des bulbes de tulipes dans mon jardin. La vie a une drôle de façon d'insister pour que les saisons continuent de changer, que votre cœur soit prêt ou non. Je me suis agenouillé dans la terre molle de l'Indiana avec une paire de gants de jardinage qui avaient connu des jours meilleurs. L'air sentait les feuilles humides et la terre fraîche. Quelque part dans la rue, une tondeuse à gazon bourdonnait. C'était le genre de samedi ordinaire que j'avais presque oublié. Pas de plan de table, pas d'appel de fournisseur, pas d'urgence de dernière minute, juste moi. Pour la première fois depuis des mois, personne n'avait besoin que je le sauve. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou seul. Peut-être les deux. Vers 11 heures, mon téléphone a vibré. Marc. Je l'ai laissé sonner. Puis la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. Salut. Sa voix semblait plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je peux passer? Tu as déjà une clé. Je ne pense pas que je devrais l'utiliser dorénavant. Cette phrase m'a tout dit. Passe. Il est arrivé avec une boîte en carton de la boulangerie Lon's Bakery à Indianapolis. Mes beignets glacés préférés. Une offrande de paix. Typique de Marc. Il n'avait jamais été très doué avec les mots. Nous nous sommes assis sur la terrasse pendant que le café infusait. Aucun de nous n'a touché aux beignets. J'ai parlé à Olivia. J'ai hoché la tête. Comment va-t-elle? En colère. Je ne suis pas surprise. Surtout contre moi. Cela a attiré mon attention. Pourquoi? Il a baissé les yeux sur ses mains. Elle a demandé pourquoi je ne t'avais pas arrêté. J'ai presque souri. Je n'ai rien fait qui nécessite d'être arrêté. Je sais, il a dégluti difficilement. Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais parlé il y a des mois. La brise a fait bruire l'érable au-dessus de nous. Marc a regardé le jardin. Je n'arrêtais pas de penser que maintenir la paix signifiait rester silencieux. Je l'ai regardé et maintenant je comprends enfin. Il a eu un petit rire triste. Le silence ne maintient pas la paix. Il protège celui qui est prêt à faire le plus de bruit. Je n'ai pas répondu parce qu'il avait raison. Et parce que j'avais passé des années à aider à créer ce silence moi-même. Chaque fois que j'avais ignoré un commentaire impoli. Chaque fois que j'avais résolu un autre problème sans dire à quel point j'étais épuisé.
Chaque fois que j'avais accepté moins que le respect parce que je ne voulais mettre personne mal à l'aise. Je n'avais pas causé le comportement d'Olivia, mais j'avais discrètement enseigné à tout le monde, y compris à moi-même, que mes sentiments pouvaient toujours attendre. 2 semaines plus tard, Marc m'a demandé si j'accepterais d'aller en thérapie de couple. J'ai dit oui. Non pas parce que je pensais que cela sauverait notre mariage, mais parce qu'après 8 ans ensemble, je croyais que nous nous devions une fin honnête. Le docteur Melissa Harding avait un bureau avec vue sur la White River. Elle écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Lors de notre 3e séance, elle a posé une simple question à Marc. Quand Claire a quitté ce restaurant, pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? Marc n'a pas répondu pendant près d'1 minute. Finalement, il a murmuré parce que je savais qu'Olivia avait tort. Le docteur Harding a attendu. Et j'avais peur que si je la contestais, sa voix s'est brisée. Je perdrais ma fille. La pièce est restée silencieuse. Puis je me suis entendu dire quelque chose que je n'avais jamais prévu de dire. Tu as perdu ta femme à la place. Il n'y avait plus de colère dans ma voix. Juste la vérité. Parfois, la vérité est la chose la plus douce de la pièce. Parfois, c'est la plus lourde. Nous avons divorcé 4 mois plus tard. Pas de drame au tribunal. Pas de cris par-dessus les tables des avocats. Juste 2 personnes signant des papiers. Aucun de nous n'avait imaginé que nous signerions un jour de tels papiers. À l'extérieur du palais de justice, Marc m'a demandé s'il pouvait me prendre dans ses bras. J'ai hoché la tête. Il m'a serré pendant quelques secondes. Je suis désolé. Je sais. Je t'ai vraiment aimé. Ça aussi, je le sais. Le plus difficile n'était pas de croire qu'il m'aimait. Le plus difficile était d'accepter que l'amour seul ne suffit pas. Pas s'il ne se transforme jamais en courage. Nous nous sommes souhaités le meilleur, puis nous nous sommes dirigés vers des parkings séparés. J'ai pleuré tout le long du trajet de retour, non pas parce que je regrettais de l'avoir quitté, mais parce que je pleurais le mariage que je pensais que nous construisions. Il y a une différence. Je ne l'ai compris que bien plus tard. Ryan m'a écrit une lettre environ 1 mois après le divorce. Une vraie lettre manuscrite. Qui fait encore ça? Apparemment, les gens bien le font encore. À l'intérieur, il y avait une seule page. Le dernier paragraphe disait, « Claire, je ne pense pas que je pourrai jamais vous rendre votre gentillesse, et je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez de toute façon. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité silencieuse. Vous m'avez probablement évité de construire une vie sur des fondations qui n'auraient pas tenu. » J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon livre de cuisine préféré. Non pas parce que je prévoyais de la lire tous les jours, mais parce que je voulais me souvenir que la gentillesse n'est pas gaspillée simplement parce que la mauvaise personne refuse de l'apprécier. Parfois, elle atteint quelqu'un d'autre entièrement. L'hiver est arrivé. Puis le printemps. Un après-midi, Hélène a appelé. Un vendredi soir chargé? Je ne pense pas. Ma boutique parraine un gala de charité chaque année. Pourquoi? Les veuves, les groupes de soutien au divorce, les femmes qui reconstruisent leur vie. J'ai souri. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Je dirige une boutique de mariage depuis 30 ans. Elle a ri. J'ai appris que les mariages ne sont pas les seuls commencements qui valent la peine d'être célébrés. Alors, j'y suis allé. Pas dans une robe de créateur. Pas dans quelque chose qui ferait que les gens s'arrêtent et me regardent. Juste une robe bleu marine que je possédais depuis des années. Des chaussures confortables, de simples boucles d'oreilles en perles que David m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'essayais d'impressionner personne. J'ai passé la majeure partie de la soirée à discuter avec des femmes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. L'une avait ouvert une boulangerie à 62 ans après le décès de son mari. Une autre était retournée à l'université à 58 ans. Une troisième avait pris ses premières vacances en solo parce que, selon ses propres mots, j'en ai eu assez d'attendre que quelqu'un d'autre vive ma vie. Nous avons ri, partagé des histoires, comparé nos genoux douloureux et nos mijoteuses préférées. C'était le plus de plaisir que j'avais eu depuis des années. En partant, Hélène m'a prise dans ses bras. Tu sais quoi? Tu as l'air différente. J'ai souri. Plus légère. Elle a ri. Exactement. Quelques semaines plus tard,
je me promenais dans le centre-ville de Carmel après avoir visité le marché fermier du samedi. J'ai acheté des fleurs fraîches. Non pas parce que quelqu'un venait, non pas parce que c'était un jour de fête, simplement parce que les tulipes jaunes me faisaient sourire. En les ramenant à ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Je me suis arrêté un instant. La femme qui me regardait n'était pas plus jeune. Elle avait toujours des fils d'argent dans les cheveux. Elle avait toujours des rides du rire autour des yeux. David lui manquait encore parfois. Elle était encore triste à propos de Marc. Mais elle avait aussi l'air paisible, enfin. Il m'a fallu 56 ans pour comprendre quelque chose que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. L'amour ne devrait jamais vous obliger à passer une audition pour une place dans la famille de quelqu'un. Et la générosité ne devrait jamais devenir le prix de l'appartenance. Le jour où j'ai cessé de payer pour être accepté, j'ai enfin commencé à me respecter. Si vous avez déjà aimé des gens qui ont pris votre gentillesse pour acquise, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Poser une limite ne vous rend pas cruel. C'est parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, et finalement pour tout le monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment en entendre parler dans les commentaires. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est le premier pas vers la guérison. Cette histoire est entièrement fictive et a pour seul but le divertissement et l'éducation.